Bonjour à tous, bienvenue sur cette rubrique des news, des informations de la semaine. Vous me connaissez, je suis le pasteur Jean-Charles, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas politicien, mais je vous apporte l'avis pastoral sur les informations de cette semaine et quelques informations qui peut-être sont passées sous les radars, d'autres que nous avons entendues mais pas assez développées. J'ai choisi, comme à mon habitude, 4 sujets à développer pour vous aujourd'hui. L'événement La Porte des Ténèbres à Toulouse. Je vais rapidement en parler et apporter peut-être un détail qui vous a échappé. 100 millions pour le Liban, de la part de la France, et de la part de la communauté internationale, 1 milliard d'euros. Je vais parler de cela. Le conflit en Guadeloupe, il est temps que j'exprime ma position et mon avis pastoral sur cette situation qui ne doit plus durer et perdurer, ce n'est pas normal. Et puis, la course à la présidentielle américaine, puisque dès la semaine prochaine, donc mercredi, cette expression, comme on dit, en 8, donc pas mercredi celui-là mais l'autre, mercredi prochain, eh bien, le monde va devoir s'accoutumer d'un nouveau gouvernement aux États-Unis, quoique cela risque d'être assez compliqué. Je commence par donc le premier sujet de la ville rose de Toulouse. Cet événement, La Porte des Ténèbres, le dernier opus, le premier chapitre de cette série en 3 volets, a eu lieu il y a 6 ans dans ce que le monde et la France aiment appeler la ville rose, une très très belle ville, Toulouse, et c'est une ville qui est souillée par ce mot et ce nom, ce titre, la porte des ténèbres, Lilith qui veut ouvrir la porte des ténèbres. Nous le savons, Lilith est une entité satanique et ce n'est pas seulement un spectacle, ce n'est pas seulement un événement, mais c'est réellement un culte satanique en pleine ville. Et ces grandes machines, à mon sens, ne sont ni plus ni moins que des veaux d'or. Alors, pasteur, tu exagères un peu, mais ces machines ont coûté 4,7 millions d'euros. Les machines et l'organisation de tout ce Trafalgar, de tout ce truc, à 4,7 millions d'euros. Des passants, des badauds, des foules suivent et adorent ces grandes machines qui déambulent dans les rues. Ils veulent juste les suivre, ils ne savent même pas pourquoi. J'appelle cela un veau d'or moderne, parce que ces machines sont vraiment adulées et suivies par la foule, alors que ce sont que des amas de pneumatiques et de ferraille. Un peu d'ingénierie peut-être, mais ce n'est pas normal cet engouement autour de ces drôles de machines et surtout de ce qu'elles représentent. C'est un festival, mot que je n'aime pas, mais c'est comme ça que cela se nomme, qui dure 3 jours. C'est étrange. 3 jours où les ténèbres réclament leur présence sur terre, dans un seul but, afin d'en perdre un plus grand nombre. Tous ceux qui suivent ces statues, ces effigies et ces veaux d'or sont envoûtés. Ils ne le savent même pas sous quelle autorité spirituelle ils se mettent parce qu'ils acceptent d'aller les suivre, les voir et de leur donner de leur temps. Je vous le dis, ce sont 3 jours où les ténèbres ont été réclamées sur terre, de la même manière où Jésus a été pendant 3 jours pour en sauver cette fois à l'inverse un plus grand nombre dans les ténèbres. Vous savez que les choses sataniques fonctionnent à l'inverse des choses bibliques et des choses spirituelles. Ici, il est très très clair que Satan réclame lui aussi 3 jours et ça a été donc avant-hier, hier et aujourd'hui la clôture de ces 3 jours de ténèbres dans cette ville de Toulouse. Il y a 3, encore une fois 3 bien sûr, 3 personnages qui représentent bien sûr la Trinité satanique à l'inverse de la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elles sont nommées, donc cette Trinité satanique est représentée en 3 effigies, en 3 personnages. Lilith, qui est en fait une femme scorpion, Astérion, qui est un minotaure, un homme taureau, la femme scorpion, l'homme taureau, le mélange des genres, l'hybridation, on y est complètement, et puis Ariane, qui est donc une araignée. Le personnage principal, et vous pouvez regarder comme moi je l'ai fait, c'est vraiment Lilith, la femme scorpion, qui joue le plus grand rôle et qui est en fait la gardienne de la porte des ténèbres. À la fin, voilà, la femme scorpion,
tentera d'ouvrir la porte ou la gardera, c'est assez flou, mais je dirais que le public et les Toulousains seraient très très surpris si effectivement cette porte des ténèbres venait à s'ouvrir. Ils n'auraient que leurs yeux pour pleurer et ils comprendraient que ce qu'ils ont fait durant ces 3 derniers jours n'est pas anodin et ce n'est pas simplement participer à un spectacle. Sujet suivant. Une aide d'à peu près 1 milliard de dollars a été accordée au Liban par la communauté internationale, dont 100 millions, donc 10%, de la part de la France, ou si je peux m'exprimer de la part de mes concitoyens, 100 millions qui sont directement prélevés depuis vos impôts, depuis votre compte en banque, pour soutenir le Liban, qui, je le rappelle, je ne suis pas journaliste et j'essaie de ne pas prendre part dans les informations, mais je ne peux m'empêcher d'apporter à votre attention quelques éléments indispensables que les médias ne vous donneront pas. Il faut savoir que le Liban laisse délibérément et même encourage l'armée du Hezbollah, qui est donc un régime, une armée terroriste, hein. On le sait, on sait ce qu'ils font, hein. C'est comme le Hamas, hein. Ce sont des terroristes qui tuent au nom d'Allah. Ils laissent cette armée œuvrer au sein de leur pays. Pourquoi? Parce que le Hezbollah a tellement d'argent que son armée est bien plus importante, conséquente, et a plus d'importance et finalement eh bien d'action, de pouvoir d'action que l'armée du Liban elle-même. Donc finalement ce pays eh bien, laisse faire ce mouvement terroriste. Et le but finalement de cette aide, puisque c'est bien le sujet d'aujourd'hui, de cette aide internationale, étant, tenez-vous bien, de faire cesser le conflit et d'aider les plus pauvres. Effectivement, le Liban est un pays qui est assez pauvre. Toutefois, une question me vient. Pourquoi les communautés arabes et les communautés religieuses musulmanes d'Arabie Saoudite, en l'occurrence, qui sont multimilliardaires et qui regorgent depuis le pétrole depuis des années et qui font même des toilettes en or massif, pourquoi est-ce qu'ils laissent mourir leurs confrères et pourquoi est-ce qu'ils laissent ce qu'ils appellent l'infidèle, hein, nous-mêmes finalement, leur venir en aide? Pourquoi est-ce que ces pays ne font rien et pourquoi est-ce que c'est à nous, l'Europe, d'aller aider, secourir le Moyen-Orient qui, dès qu'il en a l'occasion, eh bien, va pointer ses missiles après les avoir pointés sur Israël, il les pointera vers l'Europe. Ce sont eux-mêmes qui nous accusent de racisme et d'inaction. Ce sont eux-mêmes qui brûlent les drapeaux français et qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de venir conquérir notre belle terre de France. Eh bien, notre cher président a choisi de taper dans vos porte-monnaies et d'aller donner 100 millions à ce pays-là qui laisse faire une organisation terroriste. Je ne pense pas, mais c'est personnel, peut-être vous ne partagez pas ce que je dis, et il est bon aussi d'avoir chacun son avis, mais je ne pense pas que le gouvernement libanais va distribuer cet argent à ses concitoyens, mais va plutôt certainement le donner et financer des roquettes et des missiles en plus. Donc finalement, là où la communauté internationale, encore une fois, a une bonne idée, pense avoir une bonne idée, eh bien cet argent ne va certainement pas servir à la paix, mais c'est plutôt de l'huile jetée sur le feu. C'est un peu comme s'il y avait un incendie et que la France, avec M. Macron très intelligent, arrive avec un robinet plein d'essence et dise « Regardez, je vais éteindre l'incendie ». C'est aussi tragique que cela. Sujet suivant. Le conflit en Guadeloupe. Il n'a que trop duré depuis trop de temps. Depuis le 15 septembre. Le dernier conflit date depuis le 15 septembre. Pourquoi? La cause, ce coup-ci, c'est la vie chère. Et effectivement, je veux bien comprendre que lorsque l'on paye 40% des produits plus chers que ce que nous les payons déjà très cher en métropole, la population a le droit à un moment de dire « Stop, nous ne voulons plus de ce régime-là et nous sommes étouffés ». Donc effectivement, les produits qui sont importés depuis la métropole coûtent très très cher à cause du surcoût de transport. C'est une débilité démographique, c'est complètement hallucinant parce que on force cette population à consommer un pays métropolitain, à consommer des produits métropolitains et à leur importer. Mais bien sûr que l'avion, le bateau, c'est pas gratuit. Vous achetez un fromage à Tahiti, un camembert qui va coûter 2,65 € ici, va coûter 8,40 € à Tahiti. C'est normal, il faut bien payer le transporteur. Et c'est donc ce qui se passe avec tous les produits français, métropolitains, qui sont importés en Guadeloupe. Le peuple guadeloupéen aimerait, et je l'ai entendu, plutôt s'approvisionner dans d'autres pays qui sont beaucoup plus proches. Mais
mais le gouvernement français ne le souhaite pas et fait le forcing. Donc, effectivement, c'est normal qu'il y ait une révolte. Mais ce qui m'interpelle, c'est que tous les ans, il y a un motif différent pour aller brûler des voitures, des commissariats. Tous les ans, il y a un problème avec la Guadeloupe, un peu moins la Martinique, mais particulièrement la Guadeloupe, où ils font des manifestations pour plusieurs motifs différents. L'inégalité, les pouvoirs d'achat, la hausse des salaires, plus ou de couverture sociale, et le résultat, c'est toujours la même chose. Des communes qui sont pillées, des insultes et de la défiance envers les métropolitains et la métropole, et en réponse, la métropole répond par des couvre-feux, par des arrestations, des grandes réunions de crise, afin, disent-ils, de rétablir le dialogue. Et puis ce n'est que de la poudre jetée aux yeux, puisque l'année prochaine, ça recommence, et tout le monde est insatisfait, parce qu'il n'y a jamais de résultat. Le dernier gros problème, hein, vous l'avez vu, quelques extrémistes ont été et ont arrêté le réacteur de la centrale électrique qui alimente à 80 ou 90%, je crois, l'île. Donc même un hôpital, là, j'ai regardé récemment avant de vous parler, même un hôpital était privé d'électricité. Donc là, il y a vraiment danger de mort. Et les Guadeloupéens, je pense, en ont vraiment marre de ces révoltes et aussi marre de ce que le gouvernement français ne prend pas assez soin de ses ressortissants en Guadeloupe. Donc, toujours est-il que le résultat, c'est que la population souffre. Depuis 1674, l'île de la Guadeloupe est une colonie. Et lorsque l'on regarde les principes bibliques, la Bible nous pousse à ce que lorsque l'on fait une colonie, lorsque le peuple hébraïque prend possession d'un territoire, alors il élimine, il évacue ses ennemis, en l'occurrence les Philistins. Mais lorsqu'il y a une extension d'un pays par la guerre, par la force ou pour vouloir aider, la finalité est que le pays qui prend une extension, en l'occurrence la France qui fait donc une colonie, doit prendre soin de cette colonie, doit écouter les habitants locaux qui, depuis 1674, sont complètement français depuis des générations et des générations. Mais que dit cette population? Cette population se dit malheureuse. Cette population se dit oubliée. Cette population manifeste. Cela coûte très cher à la France, cela coûte très cher à l'île et aux ressortissants, aux habitants. Et je me pose la question s'il ne vaudrait pas le coup de faire un référendum et de demander à cette île si elle ne veut pas sortir et devenir complètement indépendante et être complètement libre et libérée de l'influence de la France, qu'ils puissent, ces pauvres gens guadeloupéens, qu'ils puissent acheter à manger là où ils veulent, hein, qu'ils puissent payer le juste prix et qu'ils puissent décider eux-mêmes finalement de là où ils vivent. Ce n'est pas comme le problème, entre guillemets, Corse. La Corse est rattachée à la France. En une demi-heure d'avion, on est sur la Corse. Historiquement, c'est la France. La Guadeloupe, c'est très très loin, et le gouvernement français veut gérer cette île de 380 000 habitants comme si c'était une grande ville de métropole. Or, ce n'est pas le cas, et la population souffre, et depuis des années, cela coûte une fortune à la France, et cela n'est pas un bon témoignage pour notre pays, parce que ce n'est pas comme cela que l'on doit gérer nos terres à l'étranger. Bref, j'ai fait le point sur cette information de la Guadeloupe, et donc des émeutes et de tout ce qui se passe en Guadeloupe, qui attriste vraiment mon cœur, parce que quand je vois cette île merveilleuse, ses habitants tellement gentils, pleins de joie, sympathiques, je me dis, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas ce qu'ils veulent? Et que finalement, eh bien, on puisse y aller peut-être avec un passeport, ou un passeport ami, un visa simple, mais que l'on puisse aller en République démocratique de Guadeloupe. Je lance l'idée. Dernier sujet, élections américaines. Alors, c'est un sujet très important, je vais essayer de ne pas être trop long et de développer simplement ce que peut-être vous n'avez pas vu dans les actualités et ce qui peut nous intéresser en tant que chrétiens ou tout simplement que ressortissants français. Je commence tout simplement par ce fait divers qui a attiré vraiment mon attention. La rivale de M. Trump, Kamala Harris, brandit la fameuse arme absolue et ce mot qui est trop à la mode. Elle insulte M. Trump de
fasciste, qui est un mot qui revient à tout bout de champ, qui ne veut plus rien dire, tout comme, je vais le dire, désolé mesdames, messieurs peut-être aussi, mais ce mot de pervers narcissique que tout le monde emploie dans ses vidéos, il suffit de faire le hashtag pervers narcissique, oh j'ai connu un pervers narcissique, mais que veut dire ce mot? Il y a vraiment des pervers narcissiques, cela existe, il y a des femmes qui en ont fait la mauvaise expérience, des hommes aussi, mais c'est une minorité, ce sont des expressions fascistes, pervers narcissiques, qui font monter l'auditoire et qui finalement ne veulent plus rien dire. Je vous le rappelle, M. Trump est de droite, et je rappelle que historiquement, le fascisme est une idéologie de gauche. Continuons. Cette femme insulte cet homme, mais cet homme insulte aussi cette femme. Et les débats aux États-Unis prennent une ampleur et une tournure différente des débats politiques que nous avons en France, puisque M. Trump ne s'est pas privé d'insulter Mme Harris. Vous voyez, quand je vais dans un sens, je sais aussi d'aller dans l'autre sens et de rester impartial. Donc, le but de cette dernière rubrique étant de vous expliquer d'une manière la plus simple possible les différences sur, pas tous les points, ce serait beaucoup trop long, mais sur juste quelques points qui nous concernent nous et qui certainement vont vous parler et vont vous permettre de comprendre leurs points de vue différents et ce que leur politique propose de différent. Également, au travers des choix politiques qu'ils font, vous comprendrez qu'il y a un intérêt pour la France d'aller dans un sens ou d'aller dans l'autre, parce que c'est un pays qui est allié et c'est pour le moment encore la plus grande puissance économique et militaire du monde. Donc, en ce qui concerne la guerre, je dirais toujours 1, M. Trump, et 2, Mme Kamala. Okay, en premier Trump, deuxième Kamala. Leur point de vue par rapport à la guerre en Israël. M. Trump défendra toujours Israël, c'est un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou, donc il est clair qu'il défendra toujours Israël, tandis que Kamala Harris, en tant que gouvernante, femme d'État, si elle arrive au pouvoir, États-Unis amis d'Israël, elle se contentera juste de respecter les accords, mais n'en fera pas plus, ne lèvera pas le petit doigt en plus, et fera le strict minimum, elle l'a dit, elle appellera, elle fera le maximum pour que le conflit cesse, peu importe le prix à payer d'un côté ou de l'autre. M. Trump ne serait pas d'accord pour aller jusque-là. Même chose pour l'Ukraine. M. Trump se propose, et l'a proposé depuis longtemps, de mettre fin très très rapidement au conflit, en obligeant l'Ukraine à taire les armes, et en parlant à Moscou, en disant « les armes se sont tues, maintenant stop, les frontières ont peut-être été déplacées, pas plus, et on arrête là ». Madame Kamala Harris va dans le même sens, mais de l'autre côté, en voulant parler à la Russie, qui est quand même une grande puissance militaire, et en disant « vous arrêtez là, vous retracez les frontières en arrière, et Kiev se taira ». Voilà leurs positions respectives de M. Trump et de Madame Kamala, qui bien sûr ne sont pas d'accord sur le sujet de la guerre en Israël et de la guerre Russie-Ukraine. Deuxième sujet important, le climat. Il y a très très peu de différence finalement quant au réchauffement climatique, c'est assez étonnant. J'ai été moi-même étonné de voir que Mme Kamala Harris n'était pas pour non plus pousser les mesures à fond sur les économies de carburant, sur le diesel, sur toutes ces choses, mais qu'ils sont quand même assez sceptiques par rapport au réchauffement climatique. Non pas à l'existence du réchauffement, mais plutôt à l'origine. Posez-vous vous-même la question. Y a-t-il un réchauffement? Très certainement, un dérèglement. Est-ce que ce dérèglement vient réellement de vos pots d'échappement? J'en doute et je vous pose la question. Au niveau du commerce intérieur, M. Trump est pour une baisse d'impôt des sociétés, assez notoire, 14% je crois, tandis que Mme Kamala Harris, alors c'est compliqué à transformer les points en pourcentage, je ne vais pas faire de cours d'économie, mais Mme Kamala Harris est pour une augmentation de 7 points de l'impôt sur les sociétés. Et on sait très bien que quand on augmente l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui rentre directement dans les caisses de l'État, mais à long terme, c'est comme une grande roue, le temps que ça arrive, eh bien c'est un gros problème pour la population, puisque les entreprises répercutent à chaque fois et forcément le coût supplémentaire des impôts ou d'une matière première qui est augmentée, elles le reportent sur leur prix et finalement sur les clients et donc finalement sur qui? La population. En ce qui concerne le commerce international, M. Trump est pour une augmentation des droits de douane de tous les produits qui viennent de Chine, tandis que Mme Kamala Harris est pour simplement le maintien des taxes.
Nous connaissons tous les produits et tous ces faux plastiques, ces choses nocives qui nous viennent de la Chine. Comme malheureusement la France prend l'Afrique comme poubelle, eh bien la Chine prend l'Europe comme poubelle également et nous envoie tous ces produits qui n'ont aucune valeur chez eux en nous faisant croire que nous faisons des bonnes affaires sur tout un tas de sites. Mais nous savons très bien, après avoir reçu ces produits, que ce n'est que de la camelote et ça finit très très vite à la poubelle. Monsieur Trump désire protéger son économie et ses ressortissants. Madame Kamala Harris veut rester sur le maintien des taxes. En ce qui concerne l'immigration, sujet très important, Monsieur Trump est donc pour la sécurisation des frontières et désire, alors là c'est pour les chrétiens qui m'écoutent, vous allez comprendre l'intérêt de, eh bien, si Trump passe au pouvoir, il dit quelque chose qui est très étonnant et qui n'a pas du tout été relayé par aucun média. Il dit qu'il désire empêcher l'accès aux USA, aux États-Unis, des communistes étrangers qui haïssent les chrétiens. Donc c'est une certaine population qu'il ne nomme pas, que je ne nommerai pas non plus, mais il les nomme comme étant communistes étrangers. Là pour le coup, par rapport à facho, et fascisme, le mot communiste, c'est bien des communistes qui haïssent les chrétiens. Il désire tout simplement qu'ils ne rentrent plus sur le territoire. Tandis que Madame Kamala Harris est contre l'augmentation des agents frontaliers et pour, je cite, ouvrir une voie à la citoyenneté. D'un côté, M. Trump veut aussi augmenter les agents frontaliers, c'est évident, mais il désire interdire l'entrée à tous les ressortissants communistes qui haïssent les chrétiens. Et de l'autre, Mme Kamala Harris, qui veut eh bien, créer une loi afin d'ouvrir une loi à la citoyenneté et qui ne souhaite pas protéger plus ses frontières. En ce qui concerne le vote, M. Trump désire, par expérience, n'est-ce pas, au Capitole, on sait bien ce qui s'est passé il y a quelques temps, la critique, et c'est ce qui risque de se passer encore, le gros problème de l'authenticité des votes par correspondance et du contrôle du vote par correspondance. Donc il désire arrêter le vote par correspondance, c'est uniquement le vote en présentiel avec une carte d'identité ou avec une procuration, comme ce que nous faisons en France, tandis que Mme Harris, bien sûr, est pour augmenter ce type de vote et pour encourager le vote à distance depuis chez soi ou depuis une machine au bureau de poste. En ce qui concerne l'éducation, M. Trump souhaite restaurer les droits parentaux, je cite, contre l'endoctrinement du genre. Et il défend, encore une fois, quelque chose d'étonnant, il défend la liberté de prier à l'école, bien sûr de prier Jésus-Christ à l'école. Tandis que Mme Kamala Harris est, elle, au contraire, augmenter les sujets d'éducation qui portent sur le thème du racisme et de la liberté de genre. Vous voyez, là, vraiment au niveau de l'éducation, au niveau du vote, au niveau de l'immigration, au niveau de tous ces sujets de l'économie intérieure, de l'économie extérieure, c'est vraiment deux personnages qui s'opposent complètement. Et le dernier sujet, en ce qui concerne les LGBTQIA, etc., M. Trump désire interdire, alors il ne peut pas interdire, vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on pense, il ne va pas faire fusiller les homosexuels et interdire les LGBT. Non, il veut juste interdire que les transgenres, hommes, les hommes qui se disent femmes, hein, qui se disent je suis une femme, mais j'ai toujours mes muscles, hein, nous savons cette boxeuse algérienne très célèbre, qui en fait est un homme, bien sûr, et qui a remporté le championnat féminin aux Jeux Olympiques. Bref, donc il souhaite interdire les trans au sport féminin. Madame Kamala Harris veut faire une loi afin de protéger les homosexuels et les LGBTQIA+. Ils sont déjà protégés et ils font déjà ce qu'ils veulent dans le pays. Je ne vois pas quelle loi est-ce qu'elle veut faire en plus. Bref, le reste importe peu, où il y a peu de détails qui différencient ces candidats sur tout le reste des sujets. Vous comprenez bien que l'enjeu ici de la France est d'avoir un partenaire, un ami, et un soutien finalement d'un pays aussi important qui soit finalement pour ou contre le wokisme à l'école, qui soit pour ou contre l'immigration, pour ou contre prier à l'école, pour ou contre fermer nos frontières à ceux qui veulent égorger nos fils et nos compagnes, n'est-ce pas? Vous avez compris. Si vous n'avez pas tout bien compris, revoyez ce dernier sujet, je détaille tout. Je pense que je suis assez clair et je vois le temps qui passe. Je vais essayer d'être très concis et de clôturer le sujet et les news de cette semaine sur certaines dernières nouvelles et sur ce comparatif de Trump et de Kamala Harris. J'espère que ces news vous ont intéressé.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à partager, vous connaissez le fonctionnement de ce système. Et surtout, si vous avez des news qui m'ont échappé, ou que je n'ai pas pu traiter, et que vous pensez que j'ai oublié, ou qu'il aurait été important que je parle de ces nouvelles, n'hésitez pas à me faire un mail, vous connaissez l'adresse, pdv.rouen@yahoo.com. Soyez dans la paix, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur cette même chaîne YouTube pour les prochaines news. À bientôt.